en fait, c'était chouette parce que du coup, j'avais pas un cadre qui m'empêchait d'avoir cette liberté. Et donc, en ayant totalement vécu cette liberté, je me suis rendu compte à quel point elle me rendait plus heureuse et que en arrêtant de me questionner sans cesse et me stresser sans cesse sur ce qui arriverait demain, je pouvais juste vivre avec joie ce qui arrivait aujourd'hui. Bonjour à toutes, je suis Alexandra Portail, ton hôte sur ce podcast. Bienvenue sur Éclosion par Hygiène de Vie podcast. Si tu es arrivé par hasard, eh bien sache que le hasard n'existe pas. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends cette introduction, c'est que tu es fidèle au podcast et je t'en remercie. Monologues ou discussions passionnantes entre personnes passionnées, santé au naturel, bien-être féminin, nature cyclique ou encore découverte de nouvelles approches et manières de voir les choses, voilà tout ce qu'incarne ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les mercredis matins et parfois le samedi en bonus pour un moment frais en toute simplicité et authenticité et 100% naturel. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernière chose, si tu souhaites me soutenir et contribuer à faire pérenniser ce podcast, n'hésite pas à me partager ta note, ton commentaire, bref, à le partager autour de toi pour l'aider à le faire rayonner. Prête à plonger dans ce nouvel épisode ? Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Éclosion par Hygiène de Vie. J'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu te souviens, mais pour cette 4e saison, j'ai décidé de mettre à l'honneur en invitant sur le podcast certaines personnes, certaines femmes, jeunes femmes, parfois hommes, pour partager un peu leur expérience de vie. Nous avons débuté cette nouvelle série il y a maintenant plusieurs mois avec plein de rencontres, Nelly, Louise, enfin j'en passe, plein. Je te mettrai si tu veux toutes les références dans la description de cet épisode. Nous avons parlé d'évolution de vie, de formation naturopathie, de troubles du comportement alimentaire, bref, un tas de choses passionnantes. On continue notre série aujourd'hui avec Ombeline, une jeune femme qui se décrit comme étant une étudiante en quête de soi, professeure de yoga et future naturo. Un beau programme au rendez-vous. Je ne vous en dirai pas plus sur elle, elle sera bien mieux placée pour le faire. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que cet échange a été très enrichissant, inspirant et pétillant. En tout cas, moi, c'est vraiment l'expérience que j'ai vécue durant cet enregistrement. Sache que c'est un épisode un petit peu particulier, je ne suis pas beaucoup intervenue puisque Ombeline a déroulé de manière tellement fluide toute son expérience, ses enrichissements, ses enseignements, que finalement, eh bien, elle savait très bien mener le dialogue toute seule. Donc voilà, c'est un peu particulier, je suis moins intervenue, mais j'espère que cet épisode te plaira. Avant toute chose, c'est l'heure de l'instant dédicace. Je souhaiterais te lire et te partager le message d'Asana Turo au sujet de l'épisode numéro 45 sur l'alimentation émotionnelle. Un très chouette et complet épisode sur un sujet que j'aime beaucoup. Hâte d'écouter la deuxième partie, on est tellement nombreux à être concernés par ce sujet. Et oui, sache que j'ai fait 2 parties sur l'épisode sur l'alimentation émotionnelle, à savoir l'épisode numéro 45 et l'épisode numéro 46. Eh bien, merci à Asana Turo de m'avoir partagé ton message. En effet, le sujet de l'alimentation émotionnelle est assez vaste, passionnant et surtout mérite d'être abordé, car souvent, beaucoup de troubles et de problématiques sont engendrés ou ont engendré un comportement alimentaire assez impulsif. Je me dédie beaucoup à cette thématique qui me tient très à cœur et justement, c'est pour ça que nombre de mes accompagnements sont également dédiés à cela. Si toi aussi tu souhaites me soutenir totalement gratuitement, encourager le podcast et le faire rayonner autour de lui pour toucher encore plus de femmes, eh bien je t'invite à me laisser toi aussi ton petit commentaire, ta note 5 étoiles sur Apple Podcast, bref, partage-le, diffuse-le, envoie-moi des commentaires, envoie-moi des petits cœurs, voilà, ça me fera plaisir, ça fera plaisir aussi à mon petit ego, oui c'est vrai, et ça fera aussi beaucoup plaisir à mon cœur. Allez,
assez bavardé, je te laisse rejoindre ma conversation avec Ombeline. Belle écoute. Bonjour Ombeline. Bonjour Alexandra. Alors je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Ça fait un petit moment qu'on avait prévu de faire cet échange et puis le cours de la vie on a décidé autrement et on a reporté et nous voilà enfin réunis. Presque en direct, juste en visio, mais bon c'est déjà pas mal. Donc merci d'avoir levé la main quand j'ai un petit peu sondé sur les réseaux qui voulait intervenir sur le podcast pour raconter un petit peu son parcours de vie. Donc tu as gentiment levé la main et quand tu m'as un petit peu exprimé les choses que tu avais à partager, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc te voici, te voilà. Ouais, merci beaucoup. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous dire quel objet tu as choisi aujourd'hui de nous apporter? Un objet peut-être qui te décrit ou représente le plus à l'instant T. Eh ben écoute, j'en ai 2 du même type sous la main. C'est des petits carnets. Parce qu'en fait, je crois que c'est des petits carnets avec toi tu les vois avec des jolies phrases un peu motivantes, etc. Parce que je crois que ça me correspond bien, parce que j'aime beaucoup écrire ma pensée. Et, euh, et voilà, le carnet en général, et ça m'a beaucoup accompagnée là ces derniers temps. J'aime bien juste déposer des mots de choses que j'ai envie de vivre, de réflexion, de questionnement, de discernement. Donc voilà, j'aime bien écrire mes rêves, mes envies, et puis tout ce qui se passe en ce moment un peu dans ma vie. Et donc voilà, les petits carnets, j'en ai plein un peu partout. J'en amène toujours un peu avec moi. Et j'aime toujours pouvoir, le soir, en journée, enfin voilà, dès que je sens que j'ai besoin de sortir quelque chose, prendre mon petit carnet, un petit stylo, et puis me mettre, puis laisser les choses se faire. Alors tu me les as montrés, ils sont très sympas, très jolis, tes petits carnets. Alors en podcast, on les voit pas, mais je vous assure qu'ils sont très jolis. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu les as procurés? Eh ben, écoute, ces deux-là ont une histoire marrante. Il y en a un qui vient d'une soirée que j'avais fait avec la marque Fempo, qui est une marque de culottes menstruelles. Ils avaient fait une soirée tout début de leur lancement de leur marque, et du coup, ils offraient des petits carnets. Et il y a écrit dessus We believe that the difference between a wish and a goal is a plan. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup l'idée. Et puis l'autre, c'est un carnet que j'ai récupéré de ma grand-mère, dont je vais sûrement parler dans ce podcast. Parce que voilà, elle avait toujours plein de carnets géniaux. Et donc celui-là m'accompagne. Mais sinon, j'achète en général mes carnets chez Emma, chez les Sœurs Green, enfin voilà, des petits magasins de papeterie. Puis ou alors euh, au détour d'un voyage. Voilà. D'accord. Alors, je sais que l'écriture, le journaling sont des techniques que l'on conseille assez souvent pour essayer d'évacuer un petit peu les pensées qu'on peut avoir. Moi, j'aime bien parler un petit peu du vide-cerveau, des fois ce qu'on peut aussi appeler le journal poubelle. Alors, il y a aussi des personnes qui ont des carnets plus de gratitude. Mais quand je sais que je suis amenée à le conseiller à plusieurs reprises et en fonction des personnes que j'ai en face de moi, je sens que des fois, c'est pas forcément accueilli de manière optimale dans le sens où les personnes peuvent se dire oui, je sais pas trop comment m'y mettre, je ressens pas l'envie forcément aujourd'hui. Toi, est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment ça t'est venu justement de commencer à poser et à coucher sur papier tes pensées? Écoute, je crois que c'est m'est venu un peu, enfin, je pourrais pas dire qu'il y a eu un moment particulier où ça m'est venu. Je pense que déjà depuis très jeune, j'aime beaucoup les carnets. Ma sœur et moi, on était un peu des collectionneuses de carnets, donc on en avait beaucoup trop, et puis beaucoup d'inutilisés. Et puis à un moment où je me suis dit, bon, ça serait chouette quand même d'utiliser tous ces carnets. Et donc j'ai commencé un peu à avoir un carnet pour les anniversaires, un carnet pour ci, pour ça. Et puis, mais des fois, du coup, c'est des carnets où on peut se mettre un peu une pression, entre guillemets, de bon, alors je vais du coup faire des trucs bien, écrire parfaitement. C'est un peu comme le bullet journal, il y avait un peu ce truc de faire un truc beau, qui rend bien. Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, juste des fois, j'avais besoin, et en fait, je suis plutôt quelqu'un de. J'ai le cerveau qui tourne beaucoup. Je suis plutôt aussi assez stressée dans ma. Enfin, plus trop maintenant, mais voilà, j'ai un tempérament plutôt assez stressé, qui du coup des pensées un peu tout le temps qui reviennent.
et qui me travaille. Et donc, j'ai vraiment utilisé ça aussi comme une sorte un peu comme une médecine de l'écrit, quoi, de pouvoir se libérer et des fois c'est des choses toutes bêtes. Enfin voilà, il y a des carnets où j'écris, par exemple, j'ai travaillé un peu mon orientation ou autre. Dans ce cas-là, j'ai un peu comme des séances petit à petit sur lesquelles c'est des thématiques sur lesquelles je travaille, et donc ça suit un peu un cours comme un plan. Mais j'ai des carnets, enfin par exemple celui-là, j'ai écrit des lettres, j'ai écrit des réflexions. Là par exemple, me questionnais, je vais en parler de ce que j'avais envie de vivre les prochains mois, donc j'ai posé un peu par des colonnes. Enfin tout est un peu, c'est pas forcément beau, c'est pas forcément bien écrit, c'est pas forcément, c'est un peu comme un cahier de brouillon. Mais finalement, je suis contente de le faire dans des beaux carnets. Parce qu'on peut avoir ce truc de ah bah non, on va abîmer, ou enfin voilà, on va gâcher un peu un beau carnet. Mais finalement non, parce que ça fait partie de moi, et j'aime beaucoup me relire en fait des fois certaines choses que j'ai écrites. J'ai mis aussi mes intentions pour 2022. Et je pense qu'aussi ça me fait penser, j'ai commencé aussi à écrire quand j'ai commencé, peut-être c'était en 2020, à poser aussi un peu à l'écrit pendant les pleines lunes ou les nouvelles lunes, un peu ce dont je voulais me libérer, ce que je voulais un peu attirer à moi ou vivre. Et donc je pense que c'est à ce moment-là, en essayant de commencer un peu à poser des intentions ou des choses qui étaient trop lourdes et dans lesquelles je voulais que ça puisse sortir. Et donc c'est peut-être à partir de ce moment-là que j'ai commencé à aussi peut-être plus écrire et mettre à l'écrit mes pensées dans un truc peut-être plus rituel, mais aujourd'hui je le fais plus vraiment, donc c'est plus instinctif ou intuitif de ah ben là je sens que j'ai envie d'écrire. Puis il y a des jours où je me dis j'aimerais bien écrire, puis je sens en fait que je vais rien écrire, donc c'était pas le moment. Et d'autres où là je sens que le soir j'ai mon carnet, des fois je l'amène près de ma table de nuit, puis je sens que là il faut que j'écrive plein de trucs parce que ça tourbillonne, et hop ça. Oui, donc tu n'as pas une routine rigide et cadrée qui finalement pourrait être vue plus comme une contrainte qu'un réel bénéfice en fait. C'est vraiment, tu marches au ressenti et à l'intuition. Exactement. Ok. Bon, super. Alors, si on continue un petit peu à faire ta connaissance, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui est Ombeline, ce joli prénom très original, ton histoire, peut-être ton parcours jusqu'à ce jour, ou la manière dont tu souhaites te définir aujourd'hui? Oui, bien sûr. Oui, j'aime beaucoup mon prénom. C'est le prénom d'une sainte qui est la sœur de Saint Bernard, et qui est assez, enfin, qui est pas très très répandue, donc c'est chouette. Mais alors, je m'appelle Ombeline, j'ai 21 ans, et puis je suis actuellement un peu en exploration de plein de choses, et je pense qu'on va en parler ensuite. Mais pour raconter un peu mon parcours, j'ai eu un parcours d'abord, on va dire, scolaire assez classique. J'étais une assez bonne élève, enfin, une très bonne élève. J'ai eu une scolarité, on va dire, jusqu'au lycée qui était très banale. Et puis à partir de la seconde, j'ai commencé un peu à suivre cette thématique qui est récurrente dans mon parcours, de commencer un peu à écouter ce qui me parlait vraiment. Parce que voilà, comme j'étais une très bonne élève, j'avais la possibilité d'aller entre un bac S ou un bac L. À l'époque, il y avait encore ces choix de bac. Je sais qu'aujourd'hui, ça a un peu changé. Et, euh, et donc, j'étais vraiment très attirée par tout ce qui était littéraire. Et puis en même temps, mes profs me disaient, mais tu as un super bon niveau, autant aller en S, c'est là où tu maximiseras toutes tes chances. On m'a répété maintes et maintes fois, c'est la voie royale, poursuis là-bas. Et puis en fait, j'ai décidé un peu de dire, bah non, non, là je suis pas OK avec ça. Et, euh, et j'ai envie de suivre quelque chose qui me plaît fondamentalement. Et donc je suis allée en bac littéraire, un peu à la surprise notamment mes professeurs. Mes parents m'ont soutenue à fond dans ma décision, donc c'était très chouette. Et je me suis beaucoup épanouie parce que ça m'a passionnée. Tout ce qui a été philosophie, littérature m'a beaucoup questionnée, m'a beaucoup amenée à réfléchir au monde, à réfléchir à la vision des choses. Et puis j'ai fait des très belles rencontres amicales. Et puis arrivé en terminale, il a fallu faire le fameux choix du post-bac, qui était pas si évident parce que depuis quelques années, je me questionnais, je réfléchissais plutôt
à travailler avec les enfants, plutôt dans des crèches ou des maisons d'accueil pour les enfants. Et puis finalement, en faisant des stages, je m'étais rendu compte que ce qui me plaisait, c'était vraiment la pédagogie et l'éveil des enfants, et que je ne le retrouvais pas forcément dans les expériences que j'avais vécues. Et donc, comme je ne savais pas vraiment où aller, pas vraiment quoi choisir, et que j'étais une bonne élève, j'ai été plus ou moins volontairement dirigée par la voie un peu royale pour ça, qui est la prépa littéraire. Et donc, je me suis un peu lancée là-dedans. Je suis allée dans un lycée où je connaissais personne. J'avais envie vraiment aussi de reconstruire à zéro tout ça. Et j'étais dans le sud de Paris, donc trop loin de mes parents pour habiter encore chez eux. Donc j'avais une chambre chez l'habitant. Et ça a été une année très riche, pas facile. Mais j'ai fait des très très belles rencontres amicales qui ont été super précieuses et sans lesquelles j'aurais jamais pu tenir. Et puis, j'ai appris aussi sur ce qui me plaisait vraiment, sur les choses sur lesquelles j'étais OK ou pas dans la façon d'enseigner ou la façon d'apprendre. Ça a été très difficile parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de pression, notamment de la part des profs. On avait une ambiance de classe très chouette, mais voilà, pas toujours beaucoup de bienveillance. Et donc, de la fatigue, des larmes, voilà, c'était quand même assez rude. Mais donc j'ai bien senti à un moment que ça ne me correspondait pas. J'avais à nouveau les notes pour continuer à faire le système de la prépa qui se fait en 2 ans. Mais j'ai décidé de dire stop, j'arrête à la fin de l'année et je sors après l'hypocagne. Et ça n'a pas été facile au niveau des profs à nouveau parce qu'ils essayaient de convaincre d'une manière ou d'une autre de continuer parce que le parcours était censé être en 2 ans. À nouveau, j'ai été soutenue par ma famille et donc j'ai choisi un peu, plus ou moins, non pas par dépit, mais peut-être par toujours envie de quelque chose de général, d'aller en licence information communication. Et j'avais choisi une université qui proposait un parcours qui était très très large et qui regroupait un peu tout ce qu'on appelle les humanités. Donc il y avait encore un peu de lettres, il y avait encore un peu d'histoire antique, d'histoire, et c'était plutôt voilà, de la sociologie, de l'histoire de l'information. On n'était pas vraiment sur de la pratique. Et finalement, c'est ce qui m'a un peu pas déçue, mais peut-être un peu embêtée. Enfin voilà, c'était intéressant intellectuellement, mais je n'y retrouvais pas. Et puis, c'était pas évident parce que je suis arrivée en 2e année et donc le groupe classe était déjà formé. C'était une université avec des plus petits groupes classe. Donc voilà, les gens se connaissaient déjà et j'ai dû un peu faire mon chemin. J'ai quand même trouvé un petit groupe d'amis qui a été chouette pour l'année. Mais en parallèle, j'étais dans un système où je faisais pas mal de babysitting pour payer mon logement dans Paris. Donc voilà, j'étais pas trop dans un système de vie où j'avais vraiment une vie étudiante. C'était plutôt la fac, le travail et puis ma famille le week-end, on va dire. Donc c'était pas très épanouissant. Et puis arrivé en mars 2020, pendant cette année-là, le fameux premier confinement et tout ce qui en découle. Et finalement, ça a été pour moi de très bon augure parce que j'ai pu rentrer chez mes parents et on s'est retrouvés. Donc j'ai un petit frère et une grande sœur et on s'est retrouvés tous les 5. Ils ont une maison un peu dans la campagne, donc voilà, on avait la nature, la verdure, donc on avait de la place, on avait le soleil, et j'ai pu un peu lâcher tout ce côté. Voilà, j'ai pas vraiment lâché la fac parce que j'ai suivi les cours qu'il y avait à faire, mais comme c'était du distanciel, c'était assez tranquille. Puis c'était le tout début, donc les profs étaient quand même pas super organisés. Et puis arrivé en fin avril, oui c'est ça. Je découvre en regardant ce qu'une fille que je suivais sur Instagram partageait. Je suis tombée sur la formation de prof de yoga qu'elle avait suivie et du coup, je vais par hasard parce que depuis le début du confinement, je m'étais mise de manière assez régulière au yoga. Et donc, je regarde où c'est, qu'est-ce qu'était cet institut. Donc, c'est un institut indien. Donc, enfin, voilà, je m'attendais à rien. Et puis, je vois que cet institut propose une formation pour les profs de yoga, pour enseigner le yoga, qui se fait par Zoom et qui commençait le lendemain. Et qui était une formation de 1 mois en 200 heures intensif depuis l'Inde, donc en anglais, avec un petit décalage horaire. Et puis, je sais pas, là, j'ai senti quelque chose qui m'appelait et je me suis dit, allez, on fonce. Je pensais que mes parents allaient me dire, non, mais Ombeline, c'est n'importe quoi. Et pas du tout. Ils m'ont soutenue tout de suite. Même, ils ont très vite parlé à mes grands-parents ou autres qui étaient tous très enthousiastes. Donc, c'était très marrant.
Et donc, j'ai commencé en parallèle de la toute fin de mes partiels cette formation qui a été géniale. C'était un mois, je ne l'ai pas vu passer parce on se retrouvait tous les jours. Moi, du coup, ça faisait 6h30, 14h30 avec leur pause du midi qui était sur ma pause de 9h et du coup, j'avais un petit peu moins de pause vers 13h, enfin un truc comme ça. Mais le rythme se faisait, j'avais du temps l'après-midi pour passer du temps avec ma famille, pour étudier un peu ce que j'avais appris. Et puis voilà, ça a été des beaux échanges avec des gens du monde entier. On était une soixantaine dans le groupe quand même. Mais il y avait tout de suite un grand lien. Et puis je pense que voilà, ce que chacun vivait un peu partout dans le monde, ça nous soudait encore plus parce que voilà, il y en a qui étaient en Inde où les conditions étaient encore très différentes. Enfin voilà. Donc c'était une très très belle expérience. Et je l'avais commencé juste parce que en fait, j'avais envie d'apprendre autre chose que le yoga qu'on montrait sur les réseaux sociaux, avec des postures parfois un peu presque gymnaste, presque de gymnaste, où les gens se retrouvent sur la tête ou sur les doigts. Et voilà, et moi je me disais, mais moi je suis incapable de faire ça, mon corps n'est pas capable de faire ça. Et est-ce que c'est fondamentalement ça le yoga? Et du coup, en suivant une formation de Hatha Yoga, donc de yoga traditionnel, j'ai pu vraiment apprendre voilà, comment était enseigné le yoga, les textes d'où ça venait, tout ce qui tournait autour de voilà aussi de l'hygiène de vie qui est liée avec, un peu d'Ayurveda, et puis voilà des vraies pratiques d'asana aussi, donc des postures de yoga. Et puis à la fin de la formation, je me suis dit en fait j'aime beaucoup ça, je vais donner des cours. Et donc j'ai d'abord proposé à mes proches, à des amis, de donner des cours si elles étaient intéressées. Et puis j'ai commencé à faire ça par Zoom pour réunir un peu toutes les personnes qui étaient intéressées. J'ai fait en parallèle des cours individuels, des cours collectifs. Et c'était super chouette, les personnes étaient super motivées, très enthousiastes. J'ai eu un petit peu un moment d'adaptation parce que comme j'avais tout appris en anglais, il fallait que je réapprenne tout en français. Mais c'était quand même plus simple parce que je suis pas bilingue, donc c'était quand même plus simple de pouvoir tout mettre en français. Et puis ça a été, voilà, j'ai commencé du coup pendant 1 an, j'ai donné des cours de yoga comme ça par Zoom, et puis le groupe s'est en plus un peu ouvert, et j'ai des gens qui étaient des amis d'amis que je connaissais pas du tout qui sont venus me rejoindre. Donc ça a été une belle expérience. Et puis du coup, en parallèle de ça, j'avais toujours ce questionnement parce que ma licence me plaisait quand même pas trop. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Et je me voyais pas reprendre une autre L3 ailleurs, alors qu'en fait je savais pas fondamentalement ce que j'avais envie de vivre dans ma vie, quelle activité me ferait vibrer. Et donc est venue à moi l'année de césure, et je me suis dit que c'était vraiment le moment en fait pour moi de faire une pause. Et j'avais depuis longtemps très envie de faire un service civique. Voilà, je m'étais dit, quand je pourrais dans mon parcours, je ferai un service civique parce que j'avais envie de donner du temps, j'avais envie de découvrir, d'apprendre d'une autre manière et de vivre du coup une expérience qui était à la fois professionnelle et à la fois quand même très humaine, parce que j'avais pas eu vraiment d'expérience de stage ou autre comme les jeunes qui sont des parcours d'études aujourd'hui connaissent, des stages de 2, 6, 1 an. Et donc j'ai cherché un peu tout ça et je me sentais attirée par différents plutôt lieux. En fait, j'étais prête à partir de là où j'étais, et donc je me sentais plutôt attirée par des lieux dans l'ouest de la France. Donc j'essayais de regarder un peu, dans l'est, pardon. Donc je regardais plutôt vers Strasbourg, vers Nancy. Et puis j'ai une amie qui m'a partagé sur Instagram un post d'une asso qui cherchait un service civique à Nantes. Et donc moi, Nantes, ça m'attirait pas du tout. Je connaissais un peu parce que... C'était pas très l'est de la France. Non. Je connaissais un peu parce que j'ai un peu de famille là-bas, mais voilà, le climat et la ville ne m'attiraient pas. Puis finalement, elle m'a partagé 1-2 fois. Je me suis dit, allez, il faut que je tente ma chance, parce que j'avais postulé à pas mal d'offres quand même. Et puis, je les ai contactés. Et en fait, là, s'en est suivi un truc qui, je pense, est assez fort et à nouveau reviendra dans la suite. Mais en fait, je les ai contactés mi-juin, et fin juin, j'ai perdu ma grand-mère maternelle. Et donc, j'étais pas du tout dans un état d'esprit où j'étais... Enfin, je pensais plus à tout ça. Et je crois que 2 jours après son enterrement, l'asso m'avait recontactée. Et moi, je m'étais dit, là, c'est pas le moment pour moi de voir ça. J'ai des choses quand même qui sont plus importantes. Donc,
on verra plus tard. Et donc, je les ai recontactés qu'une semaine plus tard en me disant, de toute manière, ils ont trouvé quelqu'un d'autre parce que c'était comme ça pour la plupart que j'avais contacté. En quelques jours, ils trouvaient un service civique. Et puis, ils m'ont dit, ah non, on attendait ta candidature, ta lettre nous avait beaucoup plu, donc on attendait de pouvoir échanger avec toi. Donc, j'ai trouvé que c'était un beau signe. Et donc, j'ai eu un contact avec eux qui s'est super bien passé. Et une semaine plus tard, j'avais la réponse positive pour me dire que j'étais acceptée pour commencer ce service civique en septembre. Enfin, pas en septembre, pardon, en octobre, et qui durait 7 mois donc, à Nantes. Et en fait, donc, je suis arrivée du coup en octobre, enfin, mi-septembre à Nantes. Et puis, l'année s'est suivie avec cette expérience de service civique qui était exceptionnelle. J'étais dans une association qui s'appelle l'association Lazare. C'est une association qui anime et développe des colocations solidaires entre des personnes qui ont vécu à la rue ou qui ont connu la galère et des jeunes pros ou des jeunes actifs dans des colocations avec des appartements où voilà, il y a et des personnes qui ont connu la galère et des jeunes actifs. Et donc, c'était une expérience qui, sur le papier, et c'est ce qu'ils disaient eux, vivre l'ordinaire de façon extraordinaire. Et c'est exactement ce que j'ai vécu avec Lazare. J'ai noué des liens très très forts avec des gens que j'aurais probablement jamais croisés dans ma vie. Et ça m'a complètement chamboulée parce que j'ai pu vivre et rencontrer des gens comme ils étaient et comme moi j'étais. J'ai pu être ombeline, sans filtre, sans me cacher un peu. J'avais 20 ans et même là à 21 ans, c'est des âges où on a encore des fois ce réflexe un peu peut-être collégien, lycéen, à vouloir plaire, vouloir rentrer dans le moule, vouloir paraître comme ci ou comme ça. Se conformer. Exactement. Et finalement, c'était pas du tout ce qui était là. Et on avait tous nos fragilités et nos forces et on était aimés pour qui on était. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup portée. Ça a été une grosse sortie de zone de confort quand même parce que c'était beaucoup de personnes à rencontrer. La maison de Nantes, il y a en tout, dans différents appartements, une 40aine de personnes qui y habitent. Donc c'était quand même beaucoup de rencontres. Mais c'était génial. Et là où je lis ça avec ma grand-mère, c'est qu'en fait, ma grand-mère nous a laissé une lettre dans laquelle elle a dit notamment une phrase qu'on a redit à son enterrement, où elle écrit « Ouvrez-vous aux autres et croyez en vos dons ». Et donc, elle a laissé cette lettre en juin 2020. Et je crois en fait que ça a totalement rythmé tout ce que j'ai vécu et tout ce que je continue à vivre jusqu'à maintenant. Et c'est fou de voir à quel point c'est lié. Parce que dans cette expérience de service civique, je me suis totalement ouverte aux autres. C'était une nouveauté énorme pour moi de vivre tout ça. Et en fait, ça m'a aussi aidée et accompagnée à croire en mes dons parce que c'est pendant cette année que je me suis beaucoup questionnée sur « et après ?» et où j'en suis venue à la naturopathie. Et donc, finalement, c'était aussi croire en mes dons que de me dire que la naturopathie, c'était aussi fait pour moi et que j'avais envie de poursuivre dans cette voie, même si c'était une voie qui était totalement différente du système étudiant ou scolaire actuel. Et donc voilà, c'est très chouette et c'est très beau, même encore quand je me rappelle cette phrase aujourd'hui, parce que je sens vraiment que c'est un très beau message qu'elle nous a laissé et qui continue de me porter. Donc voilà, ça a été finalement, depuis 3 ans, beaucoup, beaucoup de changements, tous les ans des questionnements, et puis toujours du coup essayer de se rediriger vers quelque chose qui me convient, en décidant d'être en mouvement quand ça me convient plus, en décidant du coup vraiment d'écouter mon cœur et écouter cette petite voix qui me dit vers où aller. Et donc, si je devais juste résumer aujourd'hui qui je suis, je dirais que je suis une jeune femme qui est alignée, qui est épanouie, qui est bien dans ses baskets, qui est toujours en questionnement, qui a toujours des doutes, mais qui sait que voilà, elle peut faire confiance à la vie et que qu'il y a plein de choses qui vont arriver encore et que je suis prête à me laisser conduire, comme on dit en anglais, go with the flow. Waouh. Quel parcours, et tu n'as que 21 ans et c'est
tellement riche comme parcours. Moi, j'ai bu tes paroles depuis, je pense, un gros quart d'heure. Une belle histoire, en tout cas, assez incroyable et effectivement, ça m'inspire beaucoup. Je suis très touchée par ton parcours qui on le sent, tu navigues en fait. Tu navigues et moi je prends souvent, pour les personnes qui sont fidèles au podcast, cette métaphore que la vie est une randonnée en montagne avec, plusieurs montagnes à gravir, des hauts, des bas, qu'il faut arriver en haut pour voir la prochaine montagne et que la vie c'est ça. Et là c'est absolument, ce que reflète ton parcours jusqu'à ce jour et avec des hauts, des bas, des choses plus compliquées à vivre, mais qui t'apportent quand même des enseignements et qui t'amènent à découvrir une autre montagne derrière. Donc c'est incroyable, très, très touchant comme parcours. Bravo à toi pour cette perpétuelle remise en question également, parce que c'est pas simple, même quand tu étais étudiante, à chaque fois de persévérer dans ton intuition en fait, malgré les discours extérieurs et le contexte qui te dit oui, mais tu devrais faire ça, tu as les compétences pour les aptitudes à faire un bac S, à faire Hippocane, etc. Et non, et finalement, tu remets en question tes choix pour essayer de, comme tu le dis aujourd'hui, d'être une jeune femme bien dans tes baskets et alignée en fait avec qui tu es à l'instant T. C'est ça aussi qui est des fois pas facile à faire, c'est que on travaille sur des projets à long terme, et sauf que sur des projets à long terme, nous, on évolue chaque jour en fait et chaque instant. Et cette remise en question, elle est parfois nécessaire et c'est compliqué des fois de dire non à un choix qu'on avait fait il y a quelques mois ou quelques années parce qu'à l'instant T, ce n'est plus ce qui résonne vraiment en nous. Et c'est pas forcément toujours simple à accepter cette renonciation en fait à un projet qui avant nous tenait à cœur et qui n'est plus aujourd'hui aligné en fait. Donc cette rédemption n'est pas toujours simple, mais bravo, ouais, incroyable. Du coup, j'aimerais qu'on revienne sur notamment ce que tu disais. Alors, je me souviens quand tu m'as écrit la première fois pour intervenir sur le podcast, tu t'es présentée comme étant une étudiante en quête de soi, professeure de yoga et futur naturo. Voilà ce que tu m'avais dit. Aujourd'hui, je comprends tout à fait ce que tu entends par quête de soi. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce que tu vis chaque instant. Et justement, à la fin, tu disais, en gros, vivre sa vie sans forcément penser au lendemain, c'est ça. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer comment tu fais concrètement? Parce que ce n'est pas simple, on a souvent cette peur du lendemain qui nous paralyse, pardon, sur le moment présent. Comment arrives-tu à te détacher de cette peur du lendemain et d'avoir justement confiance en l'avenir sans forcément savoir de quoi il sera fait? Eh ben écoute, c'était quelque chose qui était très difficile pour moi avant parce que j'étais vraiment dans la catégorie des gens qu'on appelle les contrôle frics. Donc je souhaitais tout contrôler, tout cadrer pour ma vie. Et par exemple, en entrant en Hippocagne, je m'étais dit, je ferais une Hippocagne, une Cagne. J'aimerais bien ensuite étudier à l'école du Louvre pour être, je sais plus, peut-être voilà, travailler dans le patrimoine, dans la culture. Et puis ensuite, je vivrai ça et ensuite, il y aura ça. Et puis, je pense que mes différentes expériences m'ont déjà amené à montrer que rien n'était fixe et que, comme tu disais juste avant, c'était OK de changer de voie. Bien que ça soit très inconfortable parfois, si c'était plus fait pour nous, c'était OK. Et du coup, que forcément, en bifurquant ailleurs, la vision de tout ce qu'on avait prévu pour notre vie changerait peut-être aussi un peu. Et que ça aussi, c'était OK. Et je pense que j'ai vraiment eu un gros changement à partir du moment où j'ai eu cette idée de service civique. Parce que, en fait, avant, je m'étais, notamment pour mes 2 premières années d'études post-bac, je mettais beaucoup d'attentes sur ce que j'allais vivre. Et donc, j'attendais tellement que j'étais toujours déçue. Parce que forcément, ça correspondait jamais à 100% à mes attentes. Parce que forcément, rien de ce qu'on vit n'est parfait. Encore plus dans des systèmes parfois scolaires où on contrôle vraiment pas grand-chose finalement. Et en postulant à ce service civique, en fait, je savais vraiment pas vraiment à quoi m'attendre.
parce qu'il y avait eu des indications forcément sur l'offre de quel type de mission je pourrais faire. Mais fondamentalement, je savais que tout se vivrait dans le quotidien et que je saurais vraiment, quand je serais dedans, ce que je ferais. Et finalement, j'ai réussi à me dire, mais en fait, c'est OK, je verrai en octobre, on verra. Et c'est vraiment aussi cette phrase de « à chaque jour suffit sa peine », c'est pas forcément la peine dans le sens chaque jour est dur, donc on va vraiment pas penser au lendemain, mais peut-être juste de, en fait, est-ce que ça va changer quelque chose d'autant se questionner sur demain dans ma vie aujourd'hui. Est-ce que si je prévois tel ou tel plan, est-ce que si j'ai envie vraiment absolument de faire ça, ça va... ou alors que j'ai pas du tout envie de vivre ça, mais que finalement je le vis, enfin, qu'est-ce que ça va changer de vouloir absolument tout prévoir? Et ben en fait, ça peut juste, la plupart du temps, apporter peut-être de la déception si jamais c'est pas vécu, ou de la tristesse, ou de l'angoisse. Et que finalement, en sachant qu'on va vivre quelque chose et que quand on le vivra pleinement, avec son lot de difficultés, de peines, mais aussi son lot de joie. Ça m'a vraiment montré que finalement, toujours se questionner, c'était pas toujours la bonne manière. Et en fait, en arrivant dans ce service civique, je savais même pas, quand les gens me demandaient « mais qu'est-ce que tu fais comme mission ?» Je savais même pas comment qualifier, parce qu'en fait, c'était pas vraiment qualifiable. Je faisais un peu de tout, j'étais la petite main, donc voilà, j'expliquais que j'étais au service de cette maison de Nantes. Mais je pouvais un peu rentrer dans le détail, mais finalement, j'ai accepté aussi que tout ce que je faisais, ça pouvait varier. Et que du coup, je m'attendais pas à ce que demain, j'ai absolument ça à faire ou ça. Et que je savais que comme j'étais au quotidien avec des humains, qu'en fait, finalement, c'est là aussi peut-être où on se rend compte, et c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte dans nos études, parce qu'on est toujours avec nous, nos copies, nos partiels. Mais en fait, quand on est au contact quotidien avec des humains, bah, on se rend bien compte que nous-mêmes étant humains, l'humain est changeant, et que finalement, c'est aussi comme ça qu'on arrive à s'adapter au jour le jour à ce dont les personnes ont besoin. Et voilà, du coup, en fonction du contexte, il y a des journées où, par exemple, je pouvais peut-être juste travailler pas mal sur mon ordinateur, sur des choses plus administratives ou logistiques. Et puis des jours où, en fait, j'avais juste que des échanges humains avec des colocs, et qui étaient toujours remplis de beaucoup de joie, beaucoup de partage, beaucoup de confidence. Et en fait, c'était chouette, parce que du coup, j'avais pas un cadre qui m'empêchait d'avoir cette liberté. Et donc, en ayant totalement vécu cette liberté, je me suis rendu compte à quel point elle me rendait plus heureuse, et que en arrêtant de me questionner sans cesse et me stresser sans cesse sur ce qui arriverait demain, je pouvais juste vivre avec joie ce qui arrivait aujourd'hui, et qu'il y avait des moments qui étaient durs, il y avait des moments qui étaient fatigants, il y a eu des moments où j'ai eu toute envie d'arrêter. Ça, c'est normal, on a forcément des moments plus difficiles et il ne faut pas les nier. Mais je savais aussi qu'il y aurait beaucoup de moments de joie, et finalement, avec le recul, quand je parle de mon expérience, je parle que des moments de joie, parce que c'est ce qui m'a marqué. Et on voit toujours sur le moment des petites buttes comme des énormes montagnes à franchir, et puis quand justement on a du recul, en fait, on se rend compte que c'était juste des petites buttes sur lesquelles il fallait monter, et que c'est ça aussi, je pense, qui apprend à lâcher prise. C'est que finalement, toutes ces montagnes qui nous paraissent énormes à franchir au quotidien, bah, c'est juste du relief, quoi. Et donc, en arrivant en haut de la montagne, on voit juste que ce chemin, il n'était pas tout droit, il était sinueux, mais c'est ça qui le rend encore plus beau, et qui permet de me dire qu'aujourd'hui, en fait, je suis ouverte à tout ce que la vie met sur mon chemin, et ça me rend super joyeuse. Il y a des gens, je sais que ça peut stresser de se dire « mais oh là là, mais qu'est-ce que je ferai demain ?» Moi, je suis dans un contexte où, du coup, là, j'ai ma formation de naturopathie qui se fait par correspondance. J'ai en parallèle une activité de freelance dans la communication qui se fait, du coup, aussi à distance. Et donc, j'ai une grande liberté de mouvement. Et j'aurais une tendance à vouloir peut-être un peu avoir un truc très stable, très carré, peut-être même être un peu casé, on va dire. Alors que finalement, je suis jeune et j'ai tellement de temps pour expérimenter, et j'ai la chance, parce que j'ai fait ce choix-là de vie, de pouvoir, pendant que peut-être d'autres sont devant leur cahier et leur professeur qui parle à l'université assis sur une chaise, de moi pouvoir explorer et vivre plein de choses différentes. Et ça me rend encore plus consciente, du coup, de cette joie du présent,
Et j'essaye maintenant aussi, alors je me le rappelle pas tous les jours et ni avec quelque chose de négatif, mais je trouve qu'il y a aussi cette importance de se rappeler du memento mori, se souvenir quand même qu'on est mortel et que peut-être que demain tout peut s'arrêter. Et alors c'est pas pour se dire oh là là, voilà je peux mourir, c'est terrible et à nouveau se créer des angoisses, mais plutôt juste se dire mais en fait aujourd'hui je me suis levée et j'ai la chance de vivre cette journée. Et ça se trouve, demain, je vivrai peut-être autrement, ou peut-être qu'il n'y aura pas de demain, on n'en sait rien. Parce que ça, on ne maîtrise pas. Mais du coup, j'ai vraiment envie d'aujourd'hui pouvoir vivre ma journée au maximum. Alors, à nouveau, c'est pas facile tous les jours. Il y a des jours où on vit absolument pas sa journée au maximum, ou à la fin de la journée, on se dit oh là là, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir rien fait de ma journée. Mais des fois, c'est des choses toutes petites, un message avec un proche, un appel, une balade, quelque chose qu'on a vu, quelque chose qu'on a mangé, qui nous rappelle en fait combien on a eu des petites joies aujourd'hui. Et, ça, enfin voilà, tout ça en fait, ça me permet vraiment de me dire que, bah, en fait, le lendemain, c'est important de s'en soucier, bien sûr, et c'est normal que ça fasse partie de nos questionnements, mais maintenant, j'aime plutôt voir le lendemain comme plutôt réfléchir un peu à ma vision de la vie, à une grande vision de la vie, de ce que j'ai vraiment, de ce que j'aimerais vivre, de comment j'aimerais vivre de mon activité, qu'est-ce que j'aimerais vivre humainement. Mais voilà, de garder juste ça en cap et de me dire que oui, dans quelques années, j'aimerais bien peut-être avoir une maison à la campagne, près de la mer, que oui, dans mon activité de naturopathe, j'aimerais bien vivre ça ou ça, faire ça ou ça, accompagner telle ou telle personne, mais qu'en fait, ça arrivera un moment. Et aujourd'hui, j'ai la capacité et la possibilité de vivre plein de choses qui, si je m'enfermais tout de suite dans un cadre et dans un chemin très carré, serait peut-être pas possible. Et si je me mettais tout le temps des barrières de ah non, attention, parce que si tu fais ça, peut-être que. Et du coup, demain, mais alors attends, mais si tu t'es lancé là-dedans et que là tu changes, mais là si tu fais des formations à distance et pas en vrai. Enfin, tous ces questionnements qui peuvent être parfois difficiles. Je suis dans un contexte où c'est vrai que j'ai la possibilité d'avoir cette liberté, mais je pense qu'en étant étudiant, on peut aussi vraiment se permettre cette liberté. On a une trop grande pression de ce système scolaire qui nous dit qu'il faut absolument qu'à 18, 20, 22, 20, 24 ans, on sache absolument ce qu'on veut faire de notre vie, on sache absolument quel parcours on doit prendre, quel chemin on doit tracer, alors qu'en fait, c'est totalement OK de changer de chemin, c'est totalement OK de prendre 1, 2, 3 années de césure, de pause pour vivre d'autres expériences. Et je pense vraiment aussi, c'est qu'en vivant ces autres expériences, moi que j'ai vécu avec le service civique, qu'on peut arriver à se dire, en fait, chaque jour et chaque expérience est à vivre vraiment au jour le jour, et que demain, on vivra autre chose, une autre expérience, une autre formation, une autre activité peut-être, mais que juste chaque jour est un cadeau. Et c'est vraiment aussi ce qu'on peut relier aujourd'hui avec les gens qui travaillent la gratitude, que chaque jour, en fait, on a plein de choses qu'on vit, qui sont parfois des toutes petites joies, mais qui, en fait, embellissent notre journée. Et en se focalisant là-dessus, ça change totalement notre perspective. Parce qu'on a toujours tendance à se focaliser sur tout ce dont on n'est pas capable, tout ce qu'on n'arrive pas, tout ce qu'on n'a pas encore fait. Alors que quand on se focalise sur tout ce qu'on a déjà accompli, tout ce qu'on est déjà, tout ce qu'on a déjà fait et tout ce qui nous apporte de la joie, je pense qu'on a vraiment aussi cette beaucoup plus grande capacité à lâcher prise et à se dire mais oui, en fait, je suis le flot de la vie, je suis ce chemin de randonnée en montagne et on verra sur quel cap j'arrive et ça sera génial quoi qu'il arrive. Magnifique, tu as tout dit. En fait, je voudrais revenir sur notamment, comme tu le disais tout à l'heure, la notion de déception. Et moi, c'est quelque chose que j'expérimente de plus en plus, cette équation de on est déçu quand nos attentes sont supérieures à la réalité. La réalité, on la découvre au fur et à mesure et au fil de l'eau. Donc en fait, le facteur sur lequel on peut jouer pour limiter le facteur déception, c'est comme tu le disais, cette notion d'attente. Et en essayant de ne pas avoir trop d'attentes concernant les jours que l'on va vivre, les projets que l'on va vivre, qu'on va mener, ça permet de limiter cette déception justement. Alors, ne pas avoir d'attente, ce n'est pas forcément ne pas avoir d'intérêt pour les choses que l'on vit. C'est juste essayer de ne pas planifier ou de s'imaginer des choses sur lesquelles on n'a pas forcément de toute façon d'action. Et donc sur lesquelles on peut en effet avoir cette probabilité d'être déçu parce que ça ne correspond pas aux attentes qu'on s'était imaginées.
Donc ça, je pense que c'est important de se rappeler assez régulièrement cette petite équation de la vie en se disant, ben, moins je fais une fixette et moins je suis rigide sur mes attentes, moins je serai déçue. Ça ne veut pas forcément ne pas avoir de projet, d'ambition dans sa vie, ambition sentimentale, financière, peu importe. Ça veut juste essayer de se dire, ben, j'essaie de pas trop me projeter quant à la réalisation concrète de telle ou telle journée ou projet. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose que tu mentionnais sur la notion de pas trop se questionner, justement. Pas trop cadrer, se conformer, se poser des questions. Et en fait, c'est tellement vrai et en même temps, c'est tellement un petit peu antagoniste à cette mouvance du développement personnel et de ce questionnement perpétuel que l'on a sur qui l'on est. Alors, je trouve que c'est en même temps des choses qui sont super intéressantes. Hein, et moi, quotidiennement, je pose la question et peut-être que je me pose trop de questions. Et ce que j'aime bien dire des fois à mes clientes en consultation, en accompagnement, c'est bien de se poser des questions, mais parfois, il faut arrêter de trop se poser de questions, de trop intellectualiser les choses, parce que c'est se couper de son intuition, c'est de mettre trop d'attentes, justement, sur certaines choses, et derrière, se créer trop de rigidité, trop de cadre dans sa vie, en fait. Et se couper de cette liberté qui est, à la base, la liberté, c'est un fondamental, il y a un besoin fondamental de chaque être humain. Après, il y a des personnes qui vont vouloir vivre ce degré de liberté de manière très différente et spécifique et individuelle. Il y a des personnes qui vont vouloir être vraiment totalement libres et ça va passer par une liberté géographique, une liberté temporelle, etc. Il y a des personnes qui, cette notion de liberté sera uniquement liée à, je sais pas moi, je veux pouvoir manger quand je veux, point barre. Et donc cette liberté, elle est individuelle. Par contre, chaque personne et chaque être humain a ce besoin fondamental de liberté. Donc c'est important derrière de trouver, je pense, le juste équilibre entre ce questionnement et cette mouvance du développement personnel en se disant je veux me questionner, savoir qui je suis, ce que je veux vivre, etc., ce qui me définit, et en même temps pas trop se questionner parce qu'il faut aussi se lâcher un peu la grappe et se dire ok, on verra comment ce sera demain, quoi. Pour pouvoir justement être un peu plus dans l'intuition, un peu plus dans le cœur et un peu plus pleinement présent au jour qu'on est en train de vivre. Donc pas toujours simple de trouver ce juste équilibre. Mais bon, tu sembles, en tout cas, toi, jouer pas mal avec ça. Ouais, j'essaie. Alors en off, tu me disais, avant que je le mette là, le micro en route, tu me disais, alors j'étais en Espagne, je pensais y rester, et finalement je suis rentrée, donc encore quelque chose qui, tu pensais faire quelque chose et ça a encore changé, et c'est quand je dis encore, c'est absolument pas péjoratif, hein, ça montre juste une autre montagne à gravir. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel était ton projet initial et finalement pourquoi tu as dérivé, tu as changé ton plan? Oui, totalement. Eh bien, écoute, en fait, en sortant de cette année de service civique que j'ai terminée en avril, enfin fin avril, je me suis demandé un peu ce que j'avais envie de vivre l'année prochaine, enfin l'année suivante du coup, parce que je rentrais dans une formation qui se faisait à distance et parce que j'avais cette activité en communication qui se faisait à distance. Donc que j'avais une liberté géographique que j'avais choisie parce que j'ai choisi de faire cette formation à distance. Euh, et que du coup, je pouvais peut-être explorer des choses que je n'aurais pas fait avant ou autrement. Donc j'avais plutôt d'abord en tête je m'étais dit, peut-être voyager à l'étranger, peut-être dans tel ou tel pays. Alors j'avais des pays qui m'intéressaient, des endroits comme Bali qui fait rêver un peu tous les digital nomades, puis des lieux peut-être un peu plus proches mais dont on parle quand même pas mal aujourd'hui aussi, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Croatie. Enfin voilà, j'avais un peu des grandes idées en tête sans forcément savoir où trop aller. Et puis la réflexion avançait mais pas vraiment pendant ces mois-là. Donc j'ai un peu laissé faire. Puis à un moment, je me suis dit, bon, en fait, c'est peut-être que c'est plutôt en France que je vais être. Donc je cherchais aussi un peu un moment. Puis à nouveau, je sentais que j'avançais un peu nulle part. Donc il y a un moment où je me suis dit, bon, là, il serait peut-être temps, enfin, Ombeline, que tu te poses et que tu te dises, mais où est-ce que j'ai envie d'aller ces prochains mois? Et donc là, j'ai vraiment pris le temps de poser ce que j'avais vraiment envie de vivre. Et je me suis rendu compte que ce que j'avais envie de vivre, c'était l'expérience du voyage seul.
Pas forcément très très loin. Alors voilà, je suis pas encore en tout cas une grande aventurière, donc je me voyais pas forcément aller à l'autre bout de la planète pour cette première expérience de voyage toute seule. Et, euh, et donc je me suis un peu questionnée sur les différents pays et villes qui étaient en Europe notamment, qui pouvaient m'intéresser. Et je suis pas mal tournée autour du Portugal, Porto, Lisbonne, c'était des villes qui m'intéressaient beaucoup. Sauf que moi, j'avais un gros critère qui était en place, qui était le climat. Et je m'étais dit, en fait, ça va être l'automne. Donc, j'ai vraiment envie d'essayer de vivre peut-être cette année un automne un peu différent, avec peut-être plus de soleil et moins de pluie. Parce que les dernières années, entre l'année dernière, les confinements de novembre et les années d'avant, mes études qui m'épanouissaient pas trop, ça n'a jamais été des mois très, très joyeux, on va dire. Et je me disais, bah, cette année, on peut changer la donne. Et donc finalement, je suis tombée sur Valencia, en Espagne, qui était un bon compromis parce que c'était pas très loin quand même. C'est à, je sais pas, 2 heures d'avion, je crois. C'était au bord de la mer. Et j'avais très très envie de tester cette vie au bord de la mer. Je n'ai jamais habité au bord de la mer. J'ai grandi en Île-de-France. Mais j'ai senti l'année dernière, pendant un séjour au bord de la mer, que c'était un endroit vraiment qui m'apaisait, qui m'apportait beaucoup de bien, qui me faisait beaucoup de bien et dont les paysages étaient très 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 beaux. Je suis vraiment aussi une passionnée des couchers de soleil. Et donc les couchers de soleil sur la mer, c'est vraiment, je pense, la chose qui m'émerveille le plus. Alors sachant qu'à Valence, comme je suis à l'est, j'ai pas le soleil qui se couche sur la mer, mais j'ai des très belles couleurs. Donc voilà, je me suis dit, allez, on c'est parti et je vais aller à Valence. Alors j'ai eu un peu de temps quand même de réflexion avant, donc j'ai commencé peut-être début septembre à réfléchir. Et puis j'ai tout réservé vraiment début octobre pour partir début novembre. J'avais un petit deadline parce que je devais garder mon petit frère juste avant les vacances de la Toussaint. Et donc c'était début novembre que je pouvais vivre cette expérience. Et les 2 mois de septembre et octobre n'étaient pas forcément évidents parce que j'étais retournée vivre chez mes parents. Donc j'essayais d'avoir un peu un rythme. C'est pas toujours évident d'avoir un rythme quand on n'est pas 100% indépendante, même si je m'entends très très bien avec mes parents. Et donc est arrivé petit à petit le compte à rebours du départ à Valence. Et puis je me suis lancée donc le 2 novembre et j'ai pris l'avion toute seule avec mon bagage en soute et mon bagage cabine. Voilà, je n'étais pas 100% minimaliste dans mon voyage. J'avais quand même un peu d'affaires. Puis voilà, j'ai un peu mon matériel aussi informatique du coup pour travailler. Et donc je suis arrivée ici, j'ai loué un appartement où je suis toute seule. J'avais vraiment envie, je crois, en fait, d'expérimenter une totale indépendance parce que mes 3 derniers logements, j'étais toujours un peu dépendante d'une certaine manière entre chambre chez l'habitant ou colocation. Et donc là, j'avais vraiment envie de vivre quelque chose où j'étais toute seule et du coup, je gérais un peu ma petite vie toute seule. J'ai pris un logement qui était à 10 minutes à pied de la mer, donc c'était une très très belle opportunité qui s'est mise parce que c'était compliqué de trouver des logements seuls. Et puis voilà, j'ai installé mes affaires, j'ai défait mes bagages et puis j'ai commencé ma petite vie ici. Et je pensais en fait en arrivant vivre ma petite vie à Valence et puis dans le mois qui suit, réserver pour ailleurs en janvier et puis réserver pour ailleurs peut-être en mars. Enfin voilà, j'avais une idée plutôt de 2 mois de voyage par-ci, 2 mois de voyage par-là, en revenant en France entre les deux. De toute façon, j'avais prévu mon voyage à Valence durer 1 mois et demi parce que j'avais prévu de revenir en France pour les fêtes de Noël et Nouvel An pour voir ma famille. Donc voilà, je suis partie pour 1 mois et demi à Valence et puis finalement, les premières semaines, je vis quand même différents états parce que à la fois j'avais cette joie et enfin pouvoir vivre mon rythme, créer peut-être un peu des petits rituels dans ma journée, pouvoir aller à la mer quotidiennement, mettre les pieds dans le sable, mettre les pieds dans l'eau, c'était quand même magique. Et puis j'avais aussi forcément ce côté humain de c'est pas facile d'être 100% toute seule, sachant que je parle pas vraiment l'espagnol. Enfin voilà, j'avais pris un peu des cours avant, c'était quelque chose qui était pas prévu, mais du coup qui tombait bien. Mais c'est pas pour autant que j'étais à l'aise dans la langue. Moi j'ai fait allemand en collège, lycée. Donc voilà, c'était un peu une nouvelle culture, un nouveau pays, nouvelle langue et nouvelle adaptation. Et forcément, j'ai eu des moments où je me suis dit, ah, mais c'est pas facile quand même de voyager toute seule. Dans ces moments-là, on aimerait bien qu'il y ait voilà, quelqu'un avec nous, une amie ou autre, pour partager ces moments, pour
peut-être aller vivre aussi d'autres choses. Moi, je suis plutôt une introvertie, donc sortir, enfin, il y a plein de moyens ici de rencontrer des gens. Et d'ailleurs, voilà, pour toutes les personnes qui voyagent seules, il existe plein de groupes Facebook, de groupes Telegram ou autres pour rencontrer des gens. Donc ça, c'est vraiment possible. Mais c'est juste que finalement, dans ma manière d'être, j'étais sur plein de groupes, mais je voyais bien que toutes les rencontres se faisaient souvent tard le soir, parce que forcément, c'est le rythme espagnol. Et puis, dans des bars ou dans des clubs ou ce genre de choses. Et en fait, moi, c'est pas du tout ce qui correspond. Moi, je suis plutôt prendre une tisane ou faire une balade avec les gens et papoter et avoir une discussion qui peut vraiment être profonde et sincère et être moi-même, et pas juste voir quelqu'un et essayer de m'adapter aux gens qui sont là, essayer de voir quelle figure, quelle image je dois donner. Donc finalement, je ne l'ai pas vraiment fait. Et donc, je me suis quand même retrouvée un peu avec ce questionnement, mais est-ce que tu vas passer 1 mois et demi toute seule ou pas? Parce que forcément, je me suis dit, mais bon, quand même, c'est assez long. Et puis de là, j'ai eu un questionnement auquel j'aurais vraiment jamais pensé qu'elle allait arriver, qui était, mais en fait, je pensais avoir trouvé le sens que je donnais à mes journées en trouvant quelle formation, enfin quel métier, quelle activité j'avais envie d'exercer. Et en fait, en décidant que la naturopathie, c'est ce que j'exercerais, je m'étais dit, mais c'est bon, j'ai enfin trouvé le sens que je cherche depuis des années, de quel sens je veux donner à ma vie ou à mon activité. Et puis finalement, en vivant mes journées ici, mais je me suis dit, mais en fait, oui, j'ai ce sens-là dans cette activité-là, oui, je suis super heureuse d'étudier la naturopathie, mais quel sens je donne à mes journées? Qu'est-ce qu'à la fin de la journée, je me dis, mais à quoi j'ai pu contribuer? Qu'est-ce que j'ai pu vivre? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Quels échanges j'ai pu avoir? Alors, j'ai eu la chance d'être quand même très, très entourée par mes proches. Enfin, voilà, j'ai quand même, je garde des contacts très réguliers avec des amis notamment, et ma famille, donc je me suis jamais vraiment 100% sentie seule pendant ce séjour à Valence. Mais voilà, je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment peut-être un truc à explorer à ce niveau-là, et que finalement, tu avais envie de vivre ces voyages comme ça, mais tu t'étais pas proposé la question de ce sens. Et je pense que ça rejoint un peu à la fois la quête du soi et la quête de sens que j'explore aussi depuis plusieurs années. Et je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose à creuser, parce que finalement, oui, c'est ce projet de voyage que tu avais décidé pour ton année, mais est-ce que c'est vraiment ce qui t'appelle profondément? Est-ce que c'est vraiment ce à quoi tu es appelé à vivre? Euh, et en fait, par différents signes, j'ai compris que j'étais appelée à vivre autre chose. Et alors moi on va pas en parler en détail, mais je suis croyante. Et donc voilà, j'ai aussi confié ça, moi, dans mes prières et dans mes questionnements. Et, donc c'est quelque chose où je me suis dit, voilà, où est-ce que je dois aller, je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a aidé à un peu m'abandonner à cette décision, en me disant, ben voilà, je sais qu'il y a quelqu'un qui sait aussi vers où je dois aller, et qui connaît qui me connaît vraiment, et qui sait ce qui est bon pour moi. Et donc, j'ai finalement un peu suivi tout ça et suivi mon cœur. Et puis, de fil en aiguille, j'ai repensé à un compte Instagram d'une association sur lequel j'étais tombée en scrollant sur Instagram, comme ça m'arrive souvent, d'une association qui fait une colocation intergénérationnelle pour les femmes et un accueil pour les femmes. Ça se passe à Amiens. Ça s'appelle la Maison Mareuil. Et en fait, je sais pas, ce projet m'a marqué. Quand je l'avais vu, je m'étais dit, mais c'est génial, ça me parle beaucoup. En plus, dans ce projet, ils font beaucoup dans ce lieu d'accueil qu'ils ont appelé le Cocon. Ils font beaucoup d'ateliers, d'activités pour les femmes, comme des ateliers PNL, des ateliers de loisirs créatifs, des discussions, des échanges. Donc des choses qui me parlaient vraiment aussi dans tout ce qui m'intéressait, dans tout ce qui me plaisait. Et je me suis dit, ce projet est génial, mais alors je me voyais absolument pas, enfin je m'étais jamais projetée, parce que Amiens, je connais un peu de nom, mais voilà, c'est une ville, c'est dans le nord, il fait froid, il fait moche, et c'est pas près de la mer, il pleut, donc vraiment, à aucun moment j'aurais pu me projeter d'aller vivre là-bas. Et puis voilà, j'ai senti en fait au fond de moi que j'avais beaucoup, j'ai eu 2 semaines avec vraiment beaucoup, beaucoup de réflexion et de questionnement, et je me suis dit, mais vraiment là où je vais, j'arrive plus. Et c'est aussi à ce moment-là, par exemple, que j'ai repris pas mal mon carnet, que j'ai beaucoup écrit et que j'ai beaucoup mis à plat toutes ces choses-là, tous ces questionnements, et trouvé un peu une finalité à ce discernement, en acceptant du coup que la décision, enfin la décision, pas la décision, mais ce qui arriverait à moi, ce serait peut-être pas ce que j'avais prévu, ce serait peut-être inconfortable, il y aura peut-être des choses
qui serait totalement nouvelle, qui demanderait sûrement une sortie de zone de confort, mais qui finalement serait peut-être ce qui me correspond le mieux aujourd'hui dans ce que j'ai envie de vivre. Et donc, en fait, finalement, quand tout ça est revenu à moi, j'en ai aussi beaucoup parlé à mes proches pour voir si voilà, ils pensaient que c'était un projet qui me correspondait. J'ai pu avoir des échanges avec les personnes en charge de l'association. Et puis j'ai senti que c'était comme une évidence en fait, que c'était là-bas que j'étais appelée à m'engager et à vivre quelque chose. Et j'avais vraiment besoin d'un engagement humain et un engagement spirituel. Et en fait, ce que j'avais vécu à Lazare dans mon service civique, j'aurais sûrement, si j'avais pas vécu ça, j'aurais sûrement pas eu ces questionnements-là. Mais là, je sentais que cet engagement humain était nécessaire et que, en fait, on a tellement de choses à faire, il y a tellement de gens à accompagner, il y a tellement de rencontres à vivre. Que c'est le moment et que en plus finalement je suis dans la bonne période il y a jamais de mauvaise période, mais dans ma future, enfin dans ma projection là, j'ai 2 ans de formation à peu près, ou peut-être 2-3 ans, donc j'ai du temps à donner dans mes soirées, j'ai du temps à donner dans mes week-ends, et j'ai envie en fait de donner ce temps et de vivre des moments forts, juste humainement mais dans la simplicité. Et donc voilà, j'ai envoyé un message là, il y a peut-être 2 jours à la femme avec qui j'avais eu un contact en lui disant j'arrive, c'est bon, c'est évident, donc je vais arrêter de me poser 50 000 questions parce que là en fait je sens que c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Donc j'arrive, bon j'arrive pas tout de suite, j'arriverai en janvier. Mais finalement c'est fou parce que à partir du moment où j'ai accepté aussi voilà, de juste me dire mais c'est peut-être vraiment ça qui vive pour moi aujourd'hui, et c'est ça à quoi je suis appelée, et ben je me suis sentie tout de suite super apaisée. Tous mes questionnements, tout ce qui était super noué dans mon cerveau, tout est paru super clair, comme s'il y avait une grosse brume et puis que là le soleil apparaissait et que c'était bon, c'était clair. Alors, je sais qu'il y aura sûrement des moments difficiles, je sais qu'il y aura beaucoup de joie, je sais que ça va me demander de sortir de ma zone de confort, ça me demande aussi d'accepter les inconforts de choses que j'avais pas forcément prévues, à la fois matériellement, bah voilà, c'est une colocation, j'avais pas prévu de vivre en colocation finalement. C'est à Amiens, donc voilà, c'est en ville, est-ce que j'avais prévu de vivre ça? Bah pas forcément. Mais en fait, je me dis, voilà, j'accepte parce que je suis certaine en fait que ça va m'apporter beaucoup. Mais à nouveau, j'essaye de ne pas me mettre d'attente. Je me dis juste, je vais vivre quelque chose. Je ne sais pas ce que je vais vivre, mais je suis prête à accueillir tout ça. Et à nouveau, je me laisse aussi du temps et de la flexibilité. Voilà, là, moi, je me donne je me dis à peu près que j'y reste jusqu'à juin. Ça fait 6 mois. Je ne sais pas si ça se trouve, je resterai beaucoup plus. J'en sais rien. Et je me laisse cet espace de liberté pour toujours voilà, me dire que les beaux cadeaux de la vie arrivent au moment où on s'y attend pas, et peut-être que je serai appelée à vivre autre chose, autrement, peut-être que j'aurai fait des rencontres entre-temps qui vont changer certains projets. Et donc voilà, j'ai accepté aussi que cette vision que j'avais de la vie, de la vie que je voulais vivre dans 3-4 ans, parfois j'aimerais bien la vivre tout de suite, mais en fait j'ai accepté que j'avais le temps et que sur mon chemin pour aller jusqu'à cette vision-là, j'avais sûrement plein d'expériences à vivre, et que c'est chouette en fait d'avoir des fois envie de se caser ou d'être casé ou autre, et de voilà, enfin quand j'entends caser par se poser à un endroit fixe et pas trop bouger, mais en fait encore plus à mon âge, mais à nouveau je pense que ça s'adresse à tout le monde et à n'importe quel âge, on a le temps, on a l'espace des fois pour vivre des choses qu'on ne vivra peut-être pas autrement dans quelques années, quand on aura peut-être moins le temps, moins l'espace, et que le voyage, je le mets pas de côté parce que ça m'a appris énormément, et je pense que j'avais fondamentalement besoin de vivre cette expérience seule, parce que sans elle, j'aurais jamais vécu tous ces questionnements j'ai grandi en un mois, surtout je pense en 3 semaines, mais même en 1 mois et 1 mois et demi, plus que peut-être en quelques mois, voire années. J'ai senti vraiment que j'avais une maturité qui était peut-être plus marquée, que j'y voyais un peu plus clair, mais à nouveau toujours en laissant. Et je pense que voilà, vivre des expériences seules, parfois c'est très inconfortable, parfois ça fait peur. Mais quand on est appelé aussi à pouvoir le faire, je pense que c'est des très belles expériences. Et je me dis que voilà, ça se trouve, dans quelques mois, je reprendrai le voyage, mais dans une autre situation, dans un autre contexte. Ça se trouve, voilà, je pense qu'on ne peut jamais dire jamais. Donc, je ne vais pas dire que je revoyagerai jamais seule, parce que je pense que j'ai très envie de continuer de voyager, d'explorer,
mais sûrement sous d'autres formats peut-être plus courts. Mais ça se trouve, je serais appelée à voyager 6 mois seule dans un an et demi, j'en sais rien. Et en fait, je me dis c'est ok. Je suis ce que la vie m'offre et là où mon cœur m'appelle. Et je me dis mais voilà, j'ai cette chance de pouvoir suivre ça parce que je suis pas dans le moule, parce que je suis pas dans une case ou une activité ou une formation qui fait que je dois absolument suivre tel cursus dans telle ville et du coup je suis posée, je peux pas bouger. Et que là j'ai une capacité de mouvement qui fait que ça serait trop bête de ne pas en profiter et donc de ne pas rebondir. Et comme tu disais vraiment, parfois c'est pas facile d'accepter qu'il y a un changement de cap. Et j'ai eu ce côté un peu de me dire, mais est-ce que je suis pas un peu déçue de moi-même de ne pas continuer le voyage? Et au début, je pensais que cette déception, je la mettais sur peut-être ce que les autres pourraient penser de ce projet-là et de me dire, mais attends, Beline, tu t'étais projetée d'aller dans tel ou tel pays où il fait beau, où il y a la mer, puis là tu vas te retrouver dans une ville en France. Est-ce que voilà, tu n'as pas un peu baissé, enfin c'est pas upgradé, mais justement mis un peu à bas tes critères et ce que tu as envie pour ta vie? Et en fait, je crois pas. Je crois que au contraire, ça m'ouvre encore plus de portes de me dire que bah, peut-être que ce que je recherchais à l'autre bout du monde, bon, j'étais pas à l'autre bout du monde parce que j'étais qu'en Espagne, mais ce que je recherchais en Espagne et peut-être dans le voyage ailleurs, la réponse était juste au fond de mon cœur et en l'écoutant, bah finalement je vais me retrouver à habiter pas très loin de Paris, pas très loin de là où j'ai grandi, donc c'est très marrant de se dire que voilà, des fois on cherche des choses très loin, et je sais que dans le voyage il y a beaucoup aussi cette dynamique d'exploration de soi. Moi, j'étais pas trop partie pour ça. Et puis finalement, j'ai trouvé un peu des réponses. Et j'ai envie de continuer à voyager, mais ça sera d'une autre manière. Et puis, je me laisse porter aussi pour tout ça. Souvent, en effet, les changements de cap, les changements de vie, les changements de projet, les changements de choix, en fait, on les vit pas forcément très très bien parce qu'ils sont synonymes dans notre inconscient d'échec. Et à la fois vis-à-vis de notre ego, donc de soi-même, et à la fois vis-à-vis, en effet, des autres. Et de l'image que l'on pense renvoyer du fait que on ne va pas jusqu'au bout de quelque chose. Alors qu'en finalement, ne serait-ce que partir en Espagne, ne serait-ce que quelques jours, c'est déjà aller au bout du fait de partir en Espagne. Après, peu importe quand est-ce que tu rentres, et c'est le cas pour plein de projets dans notre vie. C'est une première chose. Et ensuite, une deuxième chose que je voulais rajouter, pour rebondir sur ce que tu disais, c'était que souvent les projets, enfin, on a du mal à faire des choix. Et d'ailleurs, généralement, des prises de décision longues ou des non-prises de décision, des non-choix sont tellement épuisants, ça nous procure une charge mentale tellement importante, et on a du mal à prendre ses choix, à faire ses choix et à prendre ses décisions parce que on a l'impression qu'ils seront irrévocables. Or, comme tu l'as dit et comme ça se voit à travers ton parcours, on peut changer d'avis, on peut changer de projet. On parle pas de mortalité, là, on parle juste de projets qu'on peut abandonner sans se flageller, en fait. Et le fait de se dire on peut faire ce choix à l'instant T, et peu importe où est-ce que ça nous mène, et peu importe combien de temps on va pouvoir rester aligné avec ce choix, mais finalement ça rend la prise de décision beaucoup plus simple. Tu pars à Amiens, et ben tu verras dans 6 mois, et peut-être que tu verras dans 2 mois. Et le fait de se dire ça, bah, ça te rend la prise de décision plus simple à l'instant T. Et ça t'enlève une charge mentale et ça te permet aussi de potentiellement vivre une nouvelle expérience. Et tu verras si cette expérience te sert. De toute façon, elle te servira forcément. Après, tu verras si tu souhaites la faire perdurer plus longtemps que prévu ou non, quoi. Donc, je pense qu'aussi, des fois, faire des choix et se dire que ces choix-là ne sont pas irréversibles, ça permet de simplifier la prise de décision. Ouais, je suis d'accord. Et puis, ça veut pas dire... Parce que des fois, du coup, les gens voient derrière ça un peu un manque d'engagement et un manque d'implication, alors qu'en fait, pas du tout. On peut être 100% engagé et impliqué dans ce qu'on vit et, et juste ensuite changer parce qu'on est appelé à vivre autre chose. Mais en tout cas, il ne faudrait pas que ce changement un peu intempestif ou ces nombreux retours de situation et changements de cap soient guidés par une peur de l'engagement. Parce que là, alors, il y aura peut-être quelque chose à travailler, mais que ce soit juste guidé par j'écoute mon cœur et je sens où est-ce que le vent m'amène
Et, et là, comme ça, j'ai peut-être quelque chose à vivre pendant une semaine, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Puis peut-être que plus tard, je vivrai quelque chose de plus stable pendant 10 ans, 15 ans, un peu la même chose, j'en sais rien. Mais enfin voilà, si quelqu'un nous écoute et se questionne sur est-ce que là j'ai envie de changer de cap, mais est-ce que les gens vont pas penser que machin, si la personne se sent 100% impliquée et motivée par cette idée de changement, bah faut foncer quoi. C'est si le cœur vibre à ce niveau-là, le saut dans l'inconnu sera jamais fatal ou brutal. Justement, ça va être un peu comme si on saute sur un nuage. On sera récupéré un peu par, par plein de mousse et plein de légèreté qui vont nous faire comprendre qu'on a fait le bon choix en sautant dans cet inconnu. Mmh. Et bien, sur ces belles paroles, on va arriver à la fin de l'épisode parce que c'est un épisode qui a été incroyablement riche en expériences. Merci beaucoup, Ambeline, pour ce partage et cette légèreté de la vie. Ça fait du bien parce qu'effectivement, on est rempli de contraintes. Alors, il y a des contraintes que l'on se crée, il y a des contraintes qui sont aussi présentes de manière très factuelle et réelle. Donc, c'est pas la peine forcément de se rajouter encore une vision très restrictive et rigide de la vie. Donc, des expériences comme la tienne, comme ça permet de pas mal relativiser. Et je pense que, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien de t'écouter. Donc, je suis certaine que ça fera du bien aussi à de nombreuses personnes qui écouteront cet échange. Alors, pour revenir sur des choses un peu plus terre à terre et terminer un petit peu l'épisode, est-ce que tu pourrais nous partager, si tu en as une routine ou des gestes que tu réalises en ce moment qui te font te sentir bien? Alors, l'écriture, ça on l'a compris. Est-ce que tu as d'autres des petits rituels ou des petits gestes Eh ben, écoute, en ce moment, ici, dans ce que je vis à Valence, aller me promener sur la plage tous les jours pour aller voir les lumières du coucher de soleil, ça me fait un bien fou. Et je suis toujours ébahie devant ce spectacle. Et je me dis vraiment, la nature a des spectacles à nous offrir qui sont accessibles à tous et tellement majestueux que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Après, dans mon quotidien, un peu que tout le monde pourrait vivre, j'aime beaucoup j'essaye en tout cas d'amener pas mal de mouvements, donc j'essaye de faire un peu de yoga. Alors je m'y tiens pas quotidiennement. J'aime beaucoup aussi des fois juste mettre une musique et danser ou chanter. J'aime beaucoup chanter et danser, donc voilà, juste amener un peu de joie et de bonne humeur. Peut-être même des fois on est en train de faire quelque chose où on a du mal à se concentrer, on a du mal à être dedans. Bah, faire pause quand j'étudie quelque chose ou quand je travaille, et puis mettre une musique et puis danser un bon coup. Hop, ça ramène plein de joie, plein d'énergie, et puis on s'y remet. Après, dans ce que j'aime bien faire, bah écoute, j'aime bien manger. Donc manger des choses qui me font plaisir, me faire des bons petits plats, ou alors des fois juste de ne pas me prendre la tête. J'aime beaucoup faire attention, voilà, par rapport notamment à tous les enseignements de la naturopathie sur l'alimentation. Puis j'aime bien aussi me dire, bon, bah, allez, je vais aller m'acheter une pizza au supermarché parce que ce soir, j'ai envie de célébrer un peu. Et puis c'est très chouette aussi comme ça. Donc voilà, me faire plaisir et suivre ce que j'ai envie. J'aime bien lire aussi. Je prends pas pareil toujours le temps, mais c'est quelque chose qui est important pour moi. Et puis échanger avec mes proches, avoir des échanges. Encore hier soir, je discutais par message avec une amie et chaque message, c'est un fou rire et voilà, c'est beau. Enfin, j'aime beaucoup de pouvoir garder cette connexion avec des proches, même à distance, et puis voir aussi, voilà, c'est vrai que dans le voyage, là, ça crée aussi cette attente de revoir un peu le manque et de revoir nos proches. Donc j'ai hâte de les serrer dans mes bras et de partager des moments vrais, mais rien que voilà, des petits contacts de temps en temps dans la journée ou des partages, et hop, ça met un peu de joie. Donc un peu tout ce qui m'amène de la joie. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Des fois, c'est juste diffuser des huiles essentielles sur mon petit bureau. Des fois, c'est écrire. Des fois, c'est regarder un film, regarder une série. Voilà, j'essaye. J'ai pendant très longtemps eu envie de me mettre un peu un cadre dans ma routine. Je fais 5 minutes de ci, 5 minutes de ça, les fameux Miracle Morning ou autres. En fait, j'ai jamais réussi parce que je crois que je pense qu'on peut l'entendre dans cet épisode, le cadre en fait est peut-être pas forcément quelque chose qui est fait pour moi, ou en tout cas j'aime bien me laisser guider par cette liberté. Et alors parfois du coup je suis pas trop les choses, donc il faut des fois je pense un cadre, mais un cadre qui est souple. Donc voilà, juste suivre un peu ce que j'ai envie
et je me laisse aller aussi avec la vie dans mes petites routines quotidiennes. Vous voyez, arrêtez de prendre un cadre rigide en aluminium pour votre vie. Prenez un cadre en silicone. Vous voyez, comme ça, il faut toujours un peu de cadre. Pour s'épanouir, il faut du cadre parce que ça nous donne aussi des lignes directrices. Par contre, il faut que ce cadre il soit souple. Donc, pour qu'il soit souple, il faut pouvoir le bouger un peu à droite à gauche. Donc, prenez un petit cadre en silicone pour faire votre vie, voilà. Mais pas un cadre en alu. Alors justement, est-ce que tu aurais une lecture ou un podcast ou un compte Instagram un peu coup de cœur à nous partager? Ouf, alors j'avais pas trop réfléchi. Lecture, coup de cœur à partager. Écoute, là comme ça, je pense alors, je sais pas si c'est fondamentalement un livre coup de cœur, mais j'en ai discuté avec une amie hier, donc ça m'y fait penser. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Alors ça n'a pas trop grand-chose à voir avec tout ce que j'ai pu dire, mais c'est un livre qui est intéressant pour toutes les personnes qui se questionnent un peu dans des peurs ou des choses qu'elles vivent dans le moment. Je pense que ça peut apprendre à connaître qui on est. Mais je crois que si je dois vraiment dire un livre coup de cœur je pense que c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup marqué dans tout mon parcours et qui finalement est un peu ce que je suis en train de vivre quand j'y réfléchis. J'ai lu il y a quelques années, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est quand même connu, c'est un roman initiatique. Et je crois qu'en fait, on est tous un peu ces alchimistes qui, dans nos vies, on transforme un peu tout ce qu'on veut et comment on veut, tout ce qu'on voit en or par ce qu'on vit. Et je pense que c'est un livre qui est vraiment très très beau à lire et il existe sur YouTube à écouter en version gratuite. Donc c'est super à écouter. Des fois, en plus, le son de la voix est très très agréable. Donc on peut mettre ça en fond quand on fait quelque chose, quand on cuisine ou autre. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, beaucoup marqué comme livre. Super, bah écoute, je mettrai les ressources, enfin les liens de ces ressources dans l'article lié à notre épisode. L'alchimiste, effectivement, je ne sais plus quelle personne que j'ai invitée nous l'avait également conseillé. Alors moi, je ne l'ai pas encore écouté, mais je ne savais pas qu'il était disponible sur YouTube en plus, donc vu que j'ai déjà à peu près 6 ou 7 livres sur ma pile à écouter, peut-être que je vais prendre le format YouTube pour changer. Donc merci beaucoup. Alors dernière petite question pour toi, ou plutôt pour nos auditrices. Est-ce que tu aurais, toi, une question à poser à nos auditrices? Je pense que la question que j'aimerais poser, c'est qu'est-ce qui vibre en toi et qu'est-ce qui t'empêche de suivre ton cœur? Parce que voilà, des fois, en fait, ce qui nous empêche, c'est vraiment juste des frontières qui sont invisibles et qu'on peut briser très facilement. Alors peut-être juste prendre le temps de te questionner en fait, si j'ai envie de... Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Qu'est-ce qui vibre en moi? Et en fait, qu'est-ce qui m'empêche de le vivre? Parce que juste, t'es capable de le vivre, t'as les moyens, t'as toutes les possibilités. Alors, je t'envoie toute ma motivation, mon enthousiasme pour te motiver à suivre cette voie, d'écouter son cœur, de suivre sa petite voix, parce que franchement, c'est magique et ça change la vie. Merci beaucoup, Ombeline, pour tous tes mots de ce podcast. Vraiment sincère, pétillant, léger. Enfin, voilà, je suis très, très contente de notre échange. Ça m'a mis, c'est ma joie de la journée. Bah écoute, moi aussi. Alors pour les personnes qui ont aussi beaucoup aimé ton histoire et qui aimeraient peut-être partager avec toi leurs questionnements ou creuser certaines choses, où est-ce qu'on pourrait les rediriger? Alors là comme ça, j'ai pas pour l'instant de compte pro ou autre. J'ai un compte qui est plutôt tourné autour de ma foi et puis un compte qui est plutôt tourné et après un compte perso, mais je pourrais te donner cet autre compte-là et puis un mail si jamais, voilà, moi je suis 100% disponible après pour échanger sur WhatsApp ou autre et avec grande joie. Bon, je mettrai ces informations-là également dans l'article, donc n'hésitez pas à aller dans l'article pour avoir toutes ces infos.
Eh bien, merci beaucoup Ombeline. Je te souhaite une très belle continuation. J'ai hâte d'avoir la suite de cette histoire qui est ta vie. plein de rebondissements. Écoute, tiens-moi au courant. Peut-être qu'on refera un épisode d'ici quelques mois. Hein, qui sait, le retour. Ombeline, le retour. En attendant, écoute... belle fin d'année, bonne continuation dans ta vie, ta future vie à Amiens. Et à très vite. Merci beaucoup Alexandra. Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère que l'histoire d'Ombeline t'aura interpellé, inspiré, toi aussi donné un petit peu de baume au cœur pour peut-être prendre certaines décisions dans ta vie. L'objectif ici est de te proposer des épisodes histoire dans lesquels tu pourras peut-être te retrouver et qui seront, je l'espère, des petits coups de boost si tu en as besoin ou encore des inspirations. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les poser à moi ou à Ombeline. Comme d'habitude, je me remettrai toutes les informations sur l'article lié à cet épisode disponible sur mon site internet. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Et si le sujet du jour t'a plu, n'hésite pas à le diffuser, à le partager sur Instagram, sur d'autres réseaux, par WhatsApp, par SMS, par mail, juste grâce à ta voix autour de toi, ta famille. Également en faisant une petite copie d'écran de l'épisode et en la postant sur Instagram en me taguant @AlexandraPortailNaturo et en taguant Ombeline @Ombijoyeuse pour que nous puissions te repartager et te remercier en retour. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!